Les travailleurs de la mer par Victor Hugo. Partie 12 du livre audio. Livre 4e. Les doubles fonds de l'obstacle. Chapitre 1. Qui a faim n'est pas le seul. Quand il s'éveilla, il eut faim. La mer s'apaisait. Mais il restait assez d'agitation au large pour que le départ immédiat fût impossible. La journée d'ailleurs était trop avancée. Avec le chargement que portait la panse, pour arriver à Guernesey avant minuit, il fallait partir le matin. Quoique la faim le pressât, Gilliatt commença par se mettre nu, seul moyen de se réchauffer. Ses vêtements étaient trempés par l'orage, mais l'eau de pluie avait lavé l'eau de mer, ce qui fait que maintenant il pouvait sécher. Gilliatt ne garda que son pantalon, qu'il releva jusqu'au jarret. Il étendit çà et là et fixa avec des galets sur les saillies de rochers autour de lui sa chemise, sa vareuse, son suroît, ses jambières et sa peau de mouton. Puis il pensa à manger. Gilliatt eut recours à son couteau qu'il avait grand soin d'aiguiser et de tenir toujours en état, et il détacha du granit quelques poux de roc, de la même espèce à peu près que les clonis de la Méditerranée. On sait que cela se mange cru. Mais après tant de labeurs si divers et si rudes, la pitance était maigre. Il n'avait plus de biscuits. Quant à l'eau, elle ne lui manquait plus. Il était mieux que désaltéré, il était inondé. Il profita de ce que la mer baissait pour rôder dans les rochers à la recherche des langoustes. Il y avait assez de découvertes pour espérer une bonne chasse. Seulement, il ne réfléchissait pas qu'il ne pouvait plus rien faire cuire. S'il eût pris le temps d'aller jusqu'à son magasin, il l'eût trouvé effondré sous la pluie. Son bois et son charbon étaient noyés, et de sa provision d'étoupe, qui lui tenait lieu d'amadou, il n'y avait pas un brin qui ne fût mouillé. Nul moyen d'allumer du feu. Du reste, la soufflante était désorganisée. L'auvent du foyer de la forge était descellé. L'orage avait fait le sac du laboratoire. Avec ce qui restait d'outils échappés à l'avarie, Gilliatt, à la rigueur, pouvait encore travailler comme charpentier, non comme forgeron. Mais Gilliatt, pour l'instant, ne songeait pas à son atelier. Tiré d'un autre côté par l'estomac, il s'était mis, sans plus de réflexion, à la poursuite de son repas. Il errait, non dans la gorge de l'écueil, mais en dehors, sur le revers des brisants. C'était de ce côté-là que la Durande, 10 semaines auparavant, était venue se heurter au récif. Pour la chasse que faisait Gilliatt, l'extérieur du défilé valait mieux que l'intérieur. Les crabes, à mer basse, ont l'habitude de prendre l'air. Ils se chauffent volontiers au soleil. Ces êtres difformes aiment midi. C'est une chose bizarre que leur sortie de l'eau en pleine lumière. Leur fourmillement indigne presque. Quand on les voit, avec leur gauche allure oblique, monter lourdement de pli en pli les étages inférieurs des rochers comme les marches d'un escalier, on est forcé de s'avouer que l'océan a de la vermine. Depuis 2 mois, Gilliatt vivait de cette vermine. Ce jour-là, pourtant, les poings clos et les langoustes se dérobaient. La tempête avait refoulé ces solitaires dans leur cachette, et ils n'étaient pas encore rassurés. Gilliatt tenait à la main son couteau ouvert, et arrachait de temps en temps un coquillage sous le varech. Il mangeait tout en marchant. Il ne devait pas être loin de l'endroit où sieur Clubin s'était perdu. Comme Gilliatt prenait le parti de se résigner aux oursins et aux châtaignes de mer, un clapotement se fit à ses pieds. Un gros crabe, effrayé de son approche, venait de sauter à l'eau. Le crabe ne s'enfonça point assez pour que Gilliatt le perdît de vue. Gilliatt se mit à courir après le crabe sur le soubassement de l'écueil. Le crabe fuyait. Subitement, il n'y eut plus rien. Le crabe venait de se fourrer dans quelque crevasse sous le rocher. Gilliatt se cramponna du poing à des reliefs de roche et avança la tête pour voir sous les surplombs.
Il y avait là, en effet, une anfractuosité. Le crabe avait dû s'y réfugier. C'était mieux qu'une crevasse. C'était une espèce de porche. La mer entrait sous ce porche, mais n'y était pas profonde. On voyait le fond couvert de galets. Ces galets étaient glauques et revêtus de conferves, ce qui indiquait qu'ils n'étaient jamais à sec. Ils ressemblaient à des dessus de tête d'enfants avec des cheveux verts. Gilliatt prit son couteau dans ses dents, descendit des pieds et des mains du haut de l'escarpement et sauta dans cette eau. Il en eut presque jusqu'aux épaules. Il s'engagea sous ce porche. Il se trouvait dans un couloir fruste avec une ébauche de voûte ogive sur sa tête. Les parois étaient polies et lisses. Il ne voyait plus le crabe. Il avait pied. Il avançait dans une décroissance de jour. Il commençait à ne plus rien distinguer. Après une quinzaine de pas, la voûte cessa au-dessus de lui. Il était hors du couloir. Il y avait plus d'espace, et par conséquent plus de jour. Ses pupilles d'ailleurs s'étaient dilatées. Il voyait assez clair. Il eut une surprise. Il venait de rentrer dans cette cave étrange visitée par lui le mois d'auparavant. Seulement, il y était rentré par la mer. Cette arche qu'il avait vue noyer, c'est par là qu'il venait de passer. À de certaines marées basses, elle était praticable. Ses yeux s'accoutumaient. Il voyait de mieux en mieux. Il était stupéfait. Il retrouvait cet extraordinaire palais de l'ombre, cette voûte, ces piliers, ces sangs ou ces pourpres, cette végétation à pierreries, et au fond, cette crypte, presque sanctuaire, et cette pierre, presque autel. Il se rendait peu compte de ces détails, mais il avait dans l'esprit l'ensemble, et il le revoyait. Il revoyait en face de lui, à une certaine hauteur dans l'escarpement, la crevasse par laquelle il avait pénétré la première fois, et qui, du point où il était maintenant, semblait inaccessible. Il revoyait près de l'arche ogive ces grosses basses et obscures, sorte de caveau dans la cave qu'il avait déjà observé de loin. À présent, il en était près. La plus voisine de lui était à sec et aisément abordable. Plus près encore que cet enfoncement, il remarqua, au-dessus du niveau de l'eau, à portée de sa main, une fissure horizontale dans le granit. Le crabe était probablement là. Il y plongea le poing, le plus avant qu'il put, et se mit à tâtonner dans ce trou de ténèbres. Tout à coup, il se sentit saisir le bras. Ce qu'il éprouva en ce moment, c'est l'horreur indescriptible. Quelque chose qui était mince, âpre, plat, glacé, gluant et vivant, venait de se tordre dans l'ombre autour de son bras nu. Cela lui montait vers la poitrine. C'était la pression d'une courroie et la poussée d'une vrille. En moins d'une seconde, on ne sait quelle spirale lui avait envahi le poignet et le coude et touchait l'épaule. La pointe fouillait sous son aisselle. Gilliatt se rejeta en arrière, mais put à peine remuer. Il était comme cloué. De sa main gauche, restée libre, il prit son couteau, qu'il avait entre ses dents, et de cette main, tenant le couteau, s'arc-bouta au rocher, avec un effort désespéré pour retirer son bras. Il ne réussit qu'à inquiéter un peu la ligature, qui se resserra. Elle était souple comme le cuir, solide comme l'acier, froide comme la nuit. Une deuxième lanière, étroite et aiguë, sortit de la crevasse du roc. C'était comme une langue hors d'une gueule. Elle lécha épouvantablement le torse nu de Gilliatt, et tout à coup, s'allongeant, démesurée et fine, elle s'appliqua sur sa peau et lui entoura tout le corps. En même temps, une souffrance inouïe, comparable à rien, soulevait les muscles crispés de Gilliatt. Il sentait dans sa peau des enfoncements ronds, horribles. Il lui semblait que d'innombrables lèvres, collées à sa chair, cherchaient à lui boire le sang. Une troisième lanière ondoya hors du rocher, tâta Gilliatt, et lui fouetta les côtes comme une corde. Elle s'y fixa. L'angoisse, à son paroxysme, est muette. Gilliatt ne jetait pas un cri.
Il y avait assez de jours pour qu'il pût voir les repoussantes formes appliquées sur lui. Une quatrième ligature, celle-ci rapide comme une flèche, lui sauta autour du ventre et s'y enroula. Impossible de couper ni d'arracher ces courroies visqueuses qui adhéraient étroitement au corps de Gilliatt et par quantité de points. Chacun de ces points était un foyer d'affreuses et bizarres douleurs. C'était ce qu'on éprouverait si l'on se sentait avalé à la fois par une foule de bouches trop petites. Un cinquième allongement jaillit du trou. Il se superposa aux autres et vint se replier sur le diaphragme de Gilliatt. La compression s'ajoutait à l'anxiété. Gilliatt pouvait à peine respirer. Ses lanières, pointues à leur extrémité, allaient s'élargissant comme des lames d'épée vers la poignée. Toutes les 5 appartenaient évidemment au même centre. Elles marchaient et rampaient sur Gilliatt. Il sentait se déplacer ces pressions obscures qui lui semblaient être des bouches. Brusquement, une large viscosité ronde et plate sortit de dessous la crevasse. C'était le centre. Les 5 lanières s'y rattachaient comme des rayons à un moyeu. On distinguait, au côté opposé de ce disque immonde, le commencement de 3 autres tentacules restés sous l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité, il y avait 2 yeux qui regardaient. Ces yeux voyaient Gilliatt. Gilliatt reconnut la pieuvre. Chapitre 2. Le monstre. Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparé à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. À de certains moments, on serait tenté de le penser. L'insaisissable qui flotte en nos songes rencontre dans le possible des aimants auxquels ces linéaments se prennent, et de ces obscures fixations du rêve, il sort des êtres. L'inconnu dispose du prodige, et il s'en sert pour composer le monstre. Orphée, Homère et Hésiode n'ont pu faire que la chimère. Dieu a fait la pieuvre. Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable. Le pourquoi de cette volonté est l'effroi du penseur religieux. Tous les idéals étant admis, si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre. La baleine a l'énormité, la pieuvre est petite. L'hippopotame a une cuirasse, la pieuvre est nue. La jararaca a un sifflement, la pieuvre est muette. Le rhinocéros a une corne, la pieuvre n'a pas de corne. Le scorpion a un dard, la pieuvre n'en a pas de dard. Le butus a des pinces, la pieuvre n'a pas de pinces. La louate a une queue prenante, la pieuvre n'a pas de queue. Le requin a des nageoires tranchantes, la pieuvre n'a pas de nageoires. Le vespertilio-vampire a des ailes onglées, la pieuvre n'a pas d'ailes. Le hérisson a des épines, la pieuvre n'a pas d'épines. L'espadon a un glaive, la pieuvre n'a pas de glaive. La torpille a une foudre, la pieuvre n'a pas d'effluve. Le crapaud a un virus, la pieuvre n'a pas de virus. La vipère a un venin, la pieuvre n'a pas de venin. Le lion a des griffes, la pieuvre n'a pas de griffes. Le gypaète a un bec, la pieuvre n'a pas de bec. Le crocodile a une gueule, la pieuvre n'a pas de dents. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cris menaçants, pas de cuirasse, pas de cornes, pas de dard, pas de pince, pas de queue prenante ou contondante, pas d'aileron tranchant, pas d'aileron onglé, pas d'épines, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce donc que la pieuvre ? C'est la ventouse. Dans les écueils de pleine mer, là où l'eau étale et cache toutes ses splendeurs, dans les creux de rochers non visités, dans les caves inconnues où abondent les végétations, les crustacés et les coquillages, sous les profonds portails de l'océan, le nageur qui s'y hasarde
entraîné par la beauté du lieu, court le risque d'une rencontre. Si vous faites cette rencontre, ne soyez pas curieux, évadez-vous. On entre ébloui, on sort terrifié. Voici ce que c'est que cette rencontre, toujours possible dans les roches du large. Une forme grisâtre oscille dans l'eau, c'est gros comme le bras, et long d'une demi-aune environ. C'est un chiffon. Cette forme ressemble à un parapluie fermé qui n'aurait pas de manche. Cette loque avance vers vous peu à peu. Soudain, elle s'ouvre. 8 rayons s'écartent brusquement autour d'une face qui a 2 yeux. Ces rayons vivent. Il y a du flamboiement dans leur ondoiement. C'est une sorte de roue. Déployée, elle a 4 ou 5 pieds de diamètre. Épanouissement effroyable. Cela se jette sur vous. L'hydre harponne l'homme. Cette bête s'applique sur sa proie, la recouvre et la noue de ses longues bandes. En dessous, elle est jaunâtre. En dessus, elle est terreuse. Rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau. Elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c'est mou. Ses nœuds garrottent. Son contact paralyse. Elle a un aspect de scorbut et de gangrène. C'est de la maladie arrangée en monstruosité. Elle est inarrachable. Elle adhère étroitement à sa proie. Comment ? Par le vide. Les 8 antennes, larges à l'origine, vont s'effilant et s'achèvent en aiguille. Sous chacune d'elles s'allongent parallèlement 2 rangées de pustules décroissantes, les grosses près de la tête, les petites à la pointe. Chaque rangée est de 25. Il y a 50 pustules par antenne, et toute la bête en a 400. Ces pustules sont des ventouses. Ces ventouses sont des cartilages cylindriques, cornés, livides. Sur la grande espèce, elles vont diminuant du diamètre d'une pièce de 5 francs à la grosseur d'une lentille. Ces tronçons de tubes sortent de l'animal et y rentrent. Ils peuvent s'enfoncer dans la proie de plus d'1 pouce. Cet appareil de succion a toute la délicatesse d'un clavier. Il se dresse, puis se dérobe. Il obéit à la moindre intention de l'animal. Les sensibilités les plus exquises n'égalent pas la contractilité de ses ventouses. Toujours proportionnées aux mouvements intérieurs de la bête et aux incidents extérieurs. Ce dragon est une sensitive. Ce monstre est celui que les marins appellent poulpe, que la science appelle céphalopode et que la légende appelle kraken. Les matelots anglais l'appellent devil fish, le poisson diable. Ils l'appellent aussi blood sucker, suceur de sang. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre. Il est très rare à Guernesey, très petit à Jersey, très gros et assez fréquent à Sercq. Une estampe de l'édition de Buffon par Sonini représente un céphalopode étreignant une frégate. Denis Montfort pense qu'en effet, le poulpe des hautes latitudes est de force à couler un navire. Boris Saint-Vincent le nie, mais constate que dans nos régions, il attaque l'homme. Allez à Sercq, on vous montrera, près de Brecq-Hou, le creux de rocher où une pieuvre, il y a quelques années, a saisi, retenu et noyé un pêcheur de homards. Perron et Lamarck se trompent quand ils doutent que le poulpe, n'ayant pas de nageoire, puisse nager. Celui qui écrit ces lignes a vu de ses yeux à Sercq, dans la cave dite les boutiques, une pieuvre poursuivre à la nage un baigneur. Tuée, on la mesura. Elle avait 4 pieds anglais d'envergure, et l'on put compter les 400 suçoirs. La bête agonisante les poussait hors d'elle convulsivement. Selon Denis Montfort, un de ces observateurs que l'intuition à haute dose fait descendre ou monter jusqu'au magisme, le poulpe a presque des passions d'homme. Le poulpe est. En effet, dans l'absolu, être hideux, c'est haïr.
Le difforme se débat sous une nécessité d'élimination qui le rend hostile. La pieuvre nageant reste, pour ainsi dire, dans le fourreau. Elle nage, tous ses plis serrés. Qu'on se représente une manche cousue avec un point dedans. Ce point, qui est la tête, pousse le liquide et avance d'un vague mouvement ondulatoire. Ses deux yeux, quoique gros, sont peu distincts, étant de la couleur de l'eau. La pieuvre en chasse, ou, au guet, se dérobe. Elle se rapetisse, elle se condense, elle se réduit à la plus simple expression. Elle se confond avec la pénombre. Elle a l'air d'un pli de la vague. Elle ressemble à tout, excepté à quelque chose de vivant. La pieuvre, c'est l'hypocrite. On n'y fait pas attention. Brusquement, elle s'ouvre. Une viscosité qui a une volonté, quoi de plus effroyable? De la glu pétrie de haine. C'est dans le plus bel azur de l'eau limpide que surgit cette hideuse étoile vorace de la mer. Elle n'a pas d'approche, ce qui est terrible. Presque toujours, quand on la voit, on est pris. La nuit, pourtant, et particulièrement dans la saison du rut, elle est phosphorescente. Cette épouvante a ses amours. Elle attend l'hymen. Elle se fait belle, elle s'allume, elle s'illumine, et, du haut de quelques rochers, on peut l'apercevoir au-dessous de soi dans les profondes ténèbres épanouies en une irradiation blême, soleil, spectre. La pieuvre nage. Elle marche aussi. Elle est un peu poisson, ce qui ne l'empêche pas d'être un peu reptile. Elle rampe sur le fond de la mer. En marche, elle utilise ses 8 pattes. Elle se traîne à la façon de la chenille arpenteuse. Elle n'a pas d'os, elle n'a pas de sang, elle n'a pas de chair. Elle est flasque. Il n'y a rien dedans. C'est une peau. On peut retourner ses 8 tentacules du dedans au dehors comme des doigts de gants. Elle a un seul orifice, au centre de son rayonnement. Cet hiatus unique, est-ce l'anus? Est-ce la bouche? C'est les deux. La même ouverture fait les deux fonctions. L'entrée est l'issue. Toute la bête est froide. Le carnasse de la Méditerranée est repoussant. C'est un contact odieux que cette gélatine animée qui enveloppe le nageur, où les mains s'enfoncent, où les ongles labourent, qu'on déchire sans la tuer et qu'on arrache sans l'ôter, espèce d'être coulant et tenace qui vous passe entre les doigts. Mais aucune stupeur n'égale la subite apparition de la pieuvre, méduse servie par 8 serpents. Pas de saisissement pareil à l'étreinte du céphalopode. C'est la machine pneumatique qui vous attaque. Vous avez affaire au vide ayant des pattes. Ni coup d'ongle, ni coup de dent. Une scarification indicible. Une morsure est redoutable. Moins qu'une succion. La griffe n'est rien près de la ventouse. La griffe, c'est la bête qui entre dans votre chair. La ventouse, c'est vous-même qui entrez dans la bête. Vos muscles s'enflent, vos fibres se tordent. Votre peau éclate sous une pesée immonde. Votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lymphe du mollusque. La bête se superpose à vous par 1000 bouches infâmes. L'hydre s'incorpore à l'homme. L'homme s'amalgame à l'hydre. Vous ne faites qu'un. Ce rêve est sur vous. Le tigre ne peut que vous dévorer. Le poulpe, horreur, vous aspire. Il vous tire à lui et en lui, et, lié, englué, impuissant, vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac qui est un monstre. Au-delà du terrible, être mangé vivant, il y a l'inexprimable, être bu vivant. Ces étranges animaux, la science les rejette d'abord, selon son habitude d'excessive prudence, même vis-à-vis des faits. Puis elle se décide à les étudier. Elle les dissèque, elle les classe, elle les catalogue,
Elle leur met une étiquette. Elle s'en procure des exemplaires. Elle les expose sous verre dans les musées. Ils entrent dans la nomenclature. Elle les qualifie mollusques, invertébrés, rayonnés. Elle constate leur voisinage. Un peu au-delà les calmars, un peu en deçà les sépiaires. Elle trouve à ces hydres de l'eau salée un analogue dans l'eau douce, l'argyronecte. Elle les divise en grandes, moyennes et petites espèces. Elle admet plus aisément la petite espèce que la grande, ce qui est d'ailleurs, dans toutes les régions, la tendance de la science, laquelle est plus volontiers microscopique que télescopique. Elle regarde leurs constructions et les appelle céphalopodes. Elle compte leurs antennes et les appelle octopèdes. Cela fait, elle les laisse là. Où la science les lâche, la philosophie les reprend. La philosophie étudie à son tour ces êtres. Elle va même loin et plus loin que la science. Elle ne les dissèque pas, elle les médite. Où le scalpel a travaillé, elle plonge l'hypothèse. Elle cherche la cause finale. Profond tourment du penseur. Ces créatures l'inquiètent presque sur le Créateur. Elles sont les surprises hideuses, elles sont les troubles faits du contemplateur. Il les constate éperdus. Elles sont les formes voulues du mal. Que devenir devant ces blasphèmes de la création contre elle-même? À qui s'en prendre? Le possible est une matrice formidable. Le mystère se concrète en monstre. Des morceaux d'ombre sortent de ce bloc. L'immanence se déchire, se détache, roule, flotte, se condense, font des emprunts à la noirceur ambiante, subissent des polarisations inconnues, prennent vie, se composent on ne sait quelle forme avec l'obscurité et on ne sait quelle âme avec le miasme, et s'en vont, larves, à travers la vitalité. C'est quelque chose comme les ténèbres faites bêtes. À quoi bon? À quoi cela sert-il? Rechute de la question éternelle. Ces animaux sont fantômes autant que monstres. Ils sont prouvés et improbables. Être est leur fait, ne pas être serait leur droit. Ils sont les amphibies de la mort. Leur invraisemblance complique leur existence. Ils touchent la frontière humaine et peuplent la limite chimérique. Vous niez le vampire? La pieuvre apparaît. Leur fourmillement est une certitude qui déconcerte notre assurance. L'optimisme, qui est le vrai pourtant, perd presque contenance devant eux. Ils sont l'extrémité visible des cercles noirs. Ils marquent la transition de notre réalité à une autre. Ils semblent appartenir à ce commencement d'être terrible que le songeur entrevoit confusément par le soupirail de la nuit. Ces prolongements de monstres, dans l'invisible d'abord, dans le possible ensuite, ont été soupçonnés, aperçus peut-être, par l'extase sévère et par l'œil fixe des nuages et des philosophes. De là la conjecture d'un enfer. Le démon est le tigre de l'invisible. La bête fauve des âmes a été dénoncée au genre humain par deux visionnaires, l'un qui s'appelle Jean, l'autre qui s'appelle Dante. Si en effet les cercles de l'ombre continuent indéfiniment, si après un anneau il y en a un autre, si cette aggravation persiste en progression illimitée, si cette chaîne, dont pour notre part nous sommes résolus à douter, existe, il est certain que la pieuvre, à une extrémité, prouve Satan à l'autre. Il est certain que le méchant à un bout prouve à l'autre bout la méchanceté. Toute bête mauvaise, comme toute intelligence perverse, est sphinx. Sphinx terrible, proposant l'énigme terrible. L'énigme du mal. C'est cette perfection du mal qui a fait pencher parfois de grands esprits vers la croyance au Dieu double, vers le redoutable bifront des manichéens. Une soie chinoise, volée dans la dernière guerre au palais de l'empereur de la Chine, représente le requin qui mange le crocodile, qui mange le serpent, qui mange l'aigle, qui mange l'hirondelle, qui mange la chenille. Toute la nature que nous avons sous les yeux est mangeante et mangée. Les proies s'entremordent.
Cependant, des savants, qui sont aussi des philosophes, et par conséquent bienveillants pour la création, trouvent ou croient trouver l'explication. Le but final frappe, entre autres, Bonnet de Genève, ce mystérieux esprit exact qui fut opposé à Buffon, comme plus tard Geoffroy Saint-Hilaire l'a été à Cuvier. L'explication serait ceci. La mort partout exige l'ensevelissement partout. Les voraces sont des ensevelisseurs. Tous les êtres rentrent les uns dans les autres. Pourriture, c'est nourriture. Nettoyage effrayant du globe. L'homme, carnassier, est lui aussi un enterreur. Notre vie est faite de mort. Telle est la loi terrifiante. Nous sommes sépulcres. De notre monde crépusculaire, cette fatalité de l'ordre produit des monstres. Vous dites, à quoi bon? Le voilà. Est-ce l'explication? Est-ce la réponse à la question? Mais alors, pourquoi pas un autre ordre? La question renaît. Vivons, soit. Mais tâchons que la mort nous soit progrès. Aspirons au monde moins ténébreux. Suivons la conscience qui nous y mène. Car, ne l'oublions jamais, le mieux n'est trouvé que par le meilleur. Chapitre 3. Autre forme du combat dans le gouffre. Tel était l'être auquel, depuis quelques instants, Gilliatt appartenait. Ce monstre était l'habitant de cette grotte. Il était l'effrayant génie du lieu, sorte de sombre démon de l'eau. Toutes ces magnificences avaient pour centre l'horreur. Le mois d'auparavant, le jour où, pour la première fois, Gilliatt avait pénétré dans la grotte, la noirceur ayant un contour entrevu par lui dans les plissements de l'eau secrète, c'était cette pieuvre. Elle était là chez elle. Quand Gilliatt, entrant pour la seconde fois dans cette cave à la poursuite du crabe, avait aperçu la crevasse où il avait pensé que le crabe se réfugiait, la pieuvre était dans ce trou, au guet. Se figure-t-on cette attente? Pas un oiseau n'oserait couver, pas un œuf n'oserait éclore, pas une fleur n'oserait s'ouvrir, pas un sein n'oserait allaiter, pas un cœur n'oserait aimer, pas un esprit n'oserait s'envoler, si l'on songeait aux sinistres patiences embusquées dans l'abîme. Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou. La pieuvre l'avait happé. Elle le tenait. Il était la mouche de cette araignée. Gilliatt était dans l'eau jusqu'à la ceinture, les pieds crispés sur la rondeur des galets, glissant, le bras droit étreint et assujetti par les enroulements plats des courroies de la pieuvre, et le torse disparaissant presque sous les replis et les croisements de ce bandage horrible. Des 8 bras de la pieuvre, 3 adhéraient à la roche, 5 adhéraient à Gilliatt. De cette façon, cramponnée d'un côté au granit, de l'autre à l'homme, elle enchaînait Gilliatt au rocher. Gilliatt avait sur lui 250 suçoirs. Complications d'angoisse et de dégoût. Être serré dans un point démesuré dont les doigts élastiques, longs de près d'1 mètre, sont intérieurement pleins de pustules vivantes qui vous fouillent la chair. Nous l'avons dit, on ne s'arrache pas à la pieuvre. Si on l'essaie, on est plus sûrement lié. Elle ne fait que se resserrer davantage. Son effort croît en raison du vôtre. Plus de secousses produit plus de constriction. Gilliatt n'avait qu'une ressource, son couteau. Il n'avait de libre que la main gauche, mais on sait qu'il en usait puissamment. On aurait pu dire de lui qu'il avait 2 mains droites. Son couteau, ouvert, était dans cette main. On ne coupe pas les antennes de la pieuvre. C'est un cuir impossible à trancher. Il glisse sous la lame. D'ailleurs, la superposition est telle qu'une entaille à ses lanières entamerait votre chair. Le poulpe est formidable. Pourtant, il y a une manière de s'en servir. Les pêcheurs de cerques la connaissent. Qui les a vus exécuter en mer de certains mouvements brusques le sait. Les marsouins la connaissent aussi. Ils ont une façon de mordre la sèche qui lui coupe la tête. De là tous ces calmars, toutes ces sèches et tous ces poulpes sans tête qu'on rencontre au large.
Le poulpe, en effet, n'est vulnérable qu'à la tête. Gilliatt ne l'ignorait point. Il n'avait jamais vu de pieuvre de cette dimension. Du premier coup, il se trouvait pris par la grande espèce. Un autre se fut troublé. Pour la pieuvre, comme pour le taureau, il y a un moment qu'il faut saisir. C'est l'instant où le taureau baisse le cou, c'est l'instant où la pieuvre avance la tête. Instant rapide. Qui manque ce joint est perdu. Tout ce que nous venons de dire n'avait duré que quelques minutes. Gilliatt pourtant sentait croître la succion des 250 ventouses. La pieuvre est traître. Elle tâche de stupéfier d'abord sa proie. Elle saisit, puis attend le plus qu'elle peut. Gilliatt tenait son couteau. Les succions augmentaient. Il regardait la pieuvre, qui le regardait. Tout à coup, la bête détacha du rocher sa 6e antenne, et, la lançant sur Gilliatt, tâcha de lui saisir le bras gauche. En même temps, elle avança vivement la tête. Une seconde de plus, sa bouche anus s'appliquait sur la poitrine de Gilliatt. Gilliatt, saigné au flanc, et les 2 bras garrottés, était mort. Mais Gilliatt veillait. Guettait, il guettait. Il évita l'antenne, et, au moment où la bête allait mordre sa poitrine, son poing armé s'abattit sur la bête. Il y eut 2 convulsions en sens inverse, celle de la pieuvre et celle de Gilliatt. Ce fut comme la lutte de 2 éclairs. Gilliatt plongea la pointe de son couteau dans la viscosité plate et, d'un mouvement giratoire pareil à la torsion d'un coup de fouet, faisant un cercle autour des 2 yeux, il arracha la tête comme on arrache une dent. Ce fut fini. Toute la bête tomba. Cela ressembla à un linge qui se détache. La pompe aspirante détruite, le vide se défit. Les 400 ventouses lâchèrent à la fois le rocher et l'homme. Ce haillon coula au fond de l'eau. Gilliatt, haletant du combat, put apercevoir à ses pieds, sur les galets, 2 tas gélatineux informes, la tête d'un côté, le reste de l'autre. Nous disons le reste, car on ne pourrait dire le corps. Gilliatt, toutefois, craignant quelques reprises convulsives de l'agonie, recula hors de la portée des tentacules. Mais la bête était bien morte. Gilliatt referma son couteau. Chapitre 4. Rien ne se gâche et rien ne se perd. Il était temps qu'il tuât la pieuvre. Il était presque étouffé. Son bras droit et son torse étaient violets. Plus de 200 tumeurs s'y ébauchaient. Le sang jaillissait de quelques-unes çà et là. Le remède à ces lésions, c'est l'eau salée. Gilliatt s'y plongea. En même temps, il se frottait avec la paume de la main. Les gonflements s'effaçaient sous ses frictions. En reculant et en s'enfonçant plus avant dans l'eau, il s'était, sans s'en apercevoir, rapproché de l'espèce de caveau déjà remarqué par lui près de la crevasse, où il avait été harponné par la pieuvre. Ce caveau se prolongeait obliquement et à sec sous les grandes parois de la cave. Les galets qui s'y étaient amassés en avaient exhaussé le fond au-dessus du niveau des marées ordinaires. Cette anfractuosité était un assez large cintre surbaissé. Un homme y pouvait entrer en se courbant. La clarté verte de la grotte sous-marine y pénétrait et l'éclairait faiblement. Il arriva que, tout en frictionnant en hâte sa peau tuméfiée, Gilliatt leva machinalement les yeux. Son regard s'enfonça dans ce caveau. Il eut un tressaillement. Il lui sembla voir au fond de ce trou dans l'ombre une sorte de face qui riait. Gilliatt ignorait le mot hallucination, mais connaissait la chose. Les mystérieuses rencontres avec l'invraisemblable que, pour nous tirer d'affaire, nous appelons hallucination, sont dans la nature. Illusion ou réalité, des visions passent. Qui se trouve là les voit. Gilliatt, nous l'avons dit, était un pensif. Il avait cette grandeur d'être, parfois, halluciné comme un prophète. On n'est pas impunément le songeur des lieux solitaires.
Il crut à un de ces mirages dont, l'homme nocturne qu'il était, il avait eu plus d'une fois la stupeur. L'anfractuosité figurait assez exactement un four à chaux. C'était une niche basse en anse de panier dont les voussures abruptes allaient se rétrécissant jusqu'à l'extrémité de la crypte où le cailloutis de galets et la voûte de roche se rejoignaient et où finissait le cul-de-sac. Il y entra et, penchant le front, se dirigea vers ce qu'il y avait au fond. Quelque chose riait, en effet. C'était une tête de mort. Il n'y avait pas que la tête, il y avait le squelette. Un squelette humain était couché dans ce caveau. Le regard d'un homme hardi, en de pareilles rencontres, veut savoir à quoi s'en tenir. Gilliatt jeta les yeux autour de lui. Il était entouré d'une multitude de crabes. Cette multitude ne remuait pas. C'était l'aspect que présenterait une fourmilière morte. Tous ces crabes étaient inertes. Ils étaient vides. Leur groupe, semé çà et là, faisait sur le pavé de galets qui encombrait le caveau des constellations difformes. Gilliatt, l'œil fixé ailleurs, avait marché dessus sans s'en apercevoir. À l'extrémité de la crypte où Gilliatt était parvenu, il y en avait une plus grande épaisseur. C'était un hérissement immobile d'antennes, de pattes et de mandibules. Des pinces ouvertes se tenaient toutes droites et ne se fermaient plus. Les boîtes osseuses ne bougeaient pas sous leur croûte d'épines. Quelques-unes, retournées, montraient leurs creux livides. Cet entassement ressemblait à une mêlée d'assiégeants et avait l'enchevêtrement d'une broussaille. C'est sous ce monceau qu'était le squelette. On apercevait sous ce pêle-mêle de tentacules et d'écailles le crâne avec ses stries, les vertèbres, les fémurs, les tibias, les longs doigts noueux avec les ongles. La cage des côtes était pleine de crabes. Un cœur quelconque avait battu là. Des moisissures marines tapissaient les trous des yeux. Des patelles avaient laissé leur bave dans les fosses nasales. Du reste, il n'y avait dans ce recoin de rochers ni goémon, ni herbe, ni un souffle d'air. Aucun mouvement. Les dents ricanaient. Le côté inquiétant du rire, c'est l'imitation qu'en fait la tête de mort. Ce merveilleux palais de l'abîme, brodé et incrusté de toutes les pierreries de la mer, finissait par se révéler et par dire son secret. C'était un repère. La pieuvre y habitait. Et c'était une tombe. Un homme y gisait. L'immobilité spectrale du squelette et des bêtes oscillait vaguement à cause de la réverbération des eaux souterraines qui tremblaient sur cette pétrification. Les crabes, fouillis effroyables, avaient l'air d'achever leur repas. Ces carapaces semblaient manger cette carcasse. Rien de plus étrange que cette vermine morte sur cette proie morte, sombre continuation de la mort. Gilliatt avait sous les yeux le garde-manger de la pieuvre. Vision lugubre, et où se laissait prendre sur le fait l'horreur profonde des choses. Les crabes avaient mangé l'homme, la pieuvre avait mangé les crabes. Il n'y avait près du cadavre aucun reste de vêtements. Il avait dû être saisi nu. Gilliatt, attentif et examinant, se mit à ôter les crabes de dessus l'homme. Qu'était-ce que cet homme? Le cadavre était admirablement disséqué. On eût dit une préparation d'anatomie. Toute la chair était éliminée. Pas un muscle ne restait, pas un os ne manquait. Si Gilliatt eût été du métier, il eût pu le constater. Les périostes dénudés étaient blancs, polis et comme fourbis. Sans quelque verdissement de conferve çà et là, c'eût été de l'ivoire. Les cloisons cartilagineuses étaient délicatement amenuisées et ménagées. La tombe fait de ces bijouteries sinistres. Le cadavre était comme enterré sous les crabes morts. Gilliatt le déterrait. Tout à coup, il se pencha vivement. Il venait d'apercevoir, autour de la colonne vertébrale, une espèce de lien.
C'était une ceinture de cuir qui avait évidemment été bouclée sur le ventre de l'homme de son vivant. Le cuir était moisi, la boucle était rouillée. Gilliatt tira à lui cette ceinture. Les vertèbres résistèrent, et il dut les rompre pour la prendre. La ceinture était intacte. Une croûte de coquillage commençait à s'y former. Il la palpa et sentit un objet dur et de forme carrée dans l'intérieur. Il ne fallait pas songer à défaire la boucle. Il fendit le cuir avec son couteau. La ceinture contenait une petite boîte de fer et quelques pièces d'or. Gilliatt compta 20 guinées. La boîte de fer était une vieille tabatière de matelot s'ouvrant à ressort. Elle était très rouillée et très fermée. Le ressort complètement oxydé n'avait plus de jeu. Le couteau tira encore d'embarras Gilliatt. Une pesée de la pointe de la lame fit sauter le couvercle de la boîte. La boîte s'ouvrit. Il n'y avait dedans que du papier. Une petite liasse de feuilles très minces, pliées en 4, tapissait le fond de la boîte. Elles étaient humides, mais point altérées. La boîte, hermétiquement fermée, les avait préservées. Gilliatt les déplia. C'étaient 3 bank-notes de 1000 livres sterling chacune, faisant ensemble 75 000 francs. Gilliatt les replia, les remit dans la boîte, profita d'un peu de place qui y restait pour y ajouter les 20 guinées et referma la boîte le mieux qu'il put. Il se mit à examiner la ceinture. Le cuir, autrefois verni à l'extérieur, était brut à l'intérieur. Sur ce fond fauve, quelques lettres étaient tracées en noir, à l'encre grasse. Gilliatt déchiffra ces lettres et lut « Sieur Clubin ». Chapitre 5. Dans l'intervalle qui sépare 6 pouces de 2 pieds, il y a de quoi loger la mort. Gilliatt remit la boîte dans la ceinture et mit la ceinture dans la poche de son pantalon. Il laissa le squelette au crabe avec la pieuvre morte à côté. Pendant que Gilliatt était avec la pieuvre et avec le squelette, le flux remontant avait noyé le boyau d'entrée. Gilliatt ne put sortir qu'en plongeant sous l'arche. Il s'en tira sans peine. Il connaissait l'issue et il était maître dans ces gymnastiques de la mer. On entrevoit le drame qui s'était passé là 10 semaines auparavant. Un monstre avait saisi l'autre. La pieuvre avait pris Clubin. Cela avait été, dans l'ombre inexorable, presque ce qu'on pourrait nommer la rencontre des hypocrisies. Il y avait eu, au fond de l'abîme, abordage entre ces 2 existences faites d'attente et de ténèbres, et l'une, qui était la bête, avait exécuté l'autre, qui était l'âme. Sinistre justice. Le crabe se nourrit de charognes. La pieuvre se nourrit de crabes. La pieuvre arrête au passage un animal nageant, une loutre, un chien, un homme, si elle peut, boit le sang et laisse au fond de l'eau le corps mort. Les crabes sont les scarabées nécrophores de la mer. La chair pourrissante les attire. Ils viennent, ils mangent le cadavre, la pieuvre les mange. Les choses mortes disparaissent dans le crabe disparaît dans la pieuvre. Nous avons déjà indiqué cette loi. Clubin avait été l'appât de la pieuvre. La pieuvre l'avait retenu et noyé. Les crabes l'avaient dévoré. Un flot quelconque l'avait poussé dans la cave, au fond de l'anfractuosité où Gilliatt l'avait trouvé. Gilliatt s'en revint, furetant dans les rochers, cherchant des oursins et des patelles, ne voulant plus de crabes. Il lui eût semblé manger de la chair humaine. Du reste, il ne songeait plus qu'à souper le mieux possible avant de partir. Rien désormais ne l'arrêtait. Les grandes tempêtes sont toujours suivies d'un calme qui dure plusieurs jours quelquefois. Nul danger maintenant du côté de la mer. Gilliatt était résolu à partir le lendemain. Il importait de garder pendant la nuit, à cause de la marée, le barrage ajusté entre les Douvres. Mais Gilliatt comptait défaire au point du jour ce barrage, pousser la panse hors des Douvres et mettre à la voile pour Saint-Sampson. La brise de calme qui soufflait, et qui était sud-est,
était précisément le vent qu'il lui fallait. On entrait dans le premier quartier de la lune de mai. Les jours étaient longs. Quand Gilliatt, sa tournée de rôdeur de rochers terminée et son estomac à peu près satisfait, revint à l'entre-deux des Douvres, où était la panse, le soleil était couché, le crépuscule se doublait de ce demi-clair de lune qu'on pourrait appeler clair de croissant. Le flux avait atteint son plein et commençait à redescendre. La cheminée de la machine debout au-dessus de la panse avait été couverte par les écumes de la tempête, d'une couche de sel que la lune blanchissait. Ceci rappela à Gilliatt que la tourmente avait jeté dans la panse beaucoup d'eau de pluie et d'eau de mer, et que, s'il voulait partir le lendemain, il fallait vider la barque. Il avait constaté, en quittant la panse pour aller à la chasse aux crabes, qu'il y avait environ 6 pouces d'eau dans la cale. Sa pelle d'épuisement suffirait pour jeter cette eau dehors. Arrivé à la barque, Gilliatt eut un mouvement de terreur. Il y avait dans la panse près de 2 pieds d'eau. Incident redoutable, la panse faisait eau. Elle s'était peu à peu emplie pendant l'absence de Gilliatt. Chargée comme elle l'était, 20 pouces d'eau était un surcroît périlleux. Un peu plus, elle coulait. Si Gilliatt fût revenu 1 heure plus tard, il n'eût probablement trouvé hors de l'eau que la cheminée et le mât. Il n'y avait pas même à prendre 1 minute pour délibérer. Il fallait chercher la voie d'eau, la boucher, puis vider la barque, ou du moins l'alléger. Les pompes de la Durande s'étaient perdues dans le naufrage. Gilliatt était réduit à la pelle d'épuisement de la panse. Chercher la voie d'eau, avant tout. C'était le plus pressé. Gilliatt se mit à l'œuvre tout de suite, sans même se donner le temps de se rhabiller, frémissant. Il ne sentait plus ni la faim ni le froid. La panse continuait de s'emplir. Heureusement, il n'y avait point de vent. Le moindre clapotement l'eût coulé. La lune se coucha. Gilliatt, à tâtons, courbé plus qu'à demi plongé dans l'eau, chercha longtemps. Il découvrit enfin l'avarie. Pendant la bourrasque, au moment critique où la panse s'était arquée, la robuste barque avait talonné et heurté assez violemment le rocher. Un des reliefs de la petite Douvre avait fait, dans la coque, à tribord, une fracture. Cette voie d'eau était fâcheusement, on pourrait presque dire perfidement, située près du point de rencontre de 2 porques, ce qui, joint à l'ahurissement de la tourmente, avait empêché Gilliatt, dans sa revue obscure et rapide, au plus fort de l'orage, d'apercevoir le dégât. La fracture avait cela d'alarmant qu'elle était large, et cela de rassurant que, bien qu'immergée en ce moment par la crue intérieure de l'eau, elle était au-dessus de la flottaison. À l'instant où la crevasse s'était faite, le flot était rudement secoué dans le détroit, et il n'y avait plus de niveau de flottaison. La lame avait pénétré par l'effraction dans la panse. La panse, sous cette surcharge, s'était enfoncée de quelques pouces, et, même après l'apaisement des vagues, le poids du liquide infiltré, faisant hausser la ligne de flottaison, avait maintenu la crevasse sous l'eau. De là, l'imminence du danger. La crue avait augmenté de 6 pouces à 20, mais si l'on parvenait à boucher la voie d'eau, on pourrait vider la panse. Une fois la barque étanchée, elle remonterait à sa flottaison normale. La fracture sortirait de l'eau, et à sec, la réparation serait aisée, ou du moins possible. Gilliatt, nous l'avons dit, avait encore son outillage de charpentier en assez bon état. Mais que d'incertitudes avant d'en venir là, que de périls, que de chances mauvaises. Gilliatt entendait l'eau sourdre inexorablement. Une secousse, et tout sombrait. Quelle misère! Peut-être n'était-il plus temps. Gilliatt s'accusa amèrement. Il aurait dû voir tout de suite l'avarie. Les 6 pouces d'eau dans la cale auraient dû l'avertir. Il avait été stupide d'attribuer ces 6 pouces d'eau à la pluie et à l'écume. Il se reprocha d'avoir dormi, d'avoir mangé. Il se reprocha la fatigue, il se reprocha presque la tempête et la nuit. Tout était de sa faute. Ces duretés qu'il se disait à lui-même se mêlaient au va-et-vient de son travail et ne l'empêchaient pas d'aviser.
La voie d'eau était trouvée. C'était le premier pas. L'étoupée était le second. On ne pouvait davantage pour l'instant. On ne fait point de menuiserie sous l'eau. Une circonstance favorable, c'est que l'effraction de la coque avait eu lieu dans l'espace compris entre les deux chaînes qui assujettissaient à tribord la cheminée de la machine. L'étoupage pouvait se rattacher à ces chaînes. L'eau cependant gagnait, la crue maintenant dépassait 2 pieds. Gilliatt avait de l'eau plus haut que les genoux. Chapitre 6. De profundis ad altum. Gilliatt avait à sa disposition, dans la réserve du gréement de la panse, un assez grand prélard goudronné pourvu de longues aiguillettes à ses 4 coins. Il prit ce prélard, en amarra à 2 coins par les aiguillettes aux 2 anneaux des chaînes de la cheminée du côté de la voie d'eau et jeta le prélard par-dessus le bord. Le prélard tomba comme une nappe entre la petite Douvre et la barque et s'immergea dans le flot. La poussée de l'eau, voulant entrer dans la cale, l'appliqua contre la coque sur le trou. Plus l'eau pressait, plus le prélard adhérait. Il était collé par le flot lui-même sur la fracture. La plaie de la barque était pansée. Cette toile goudronnée s'interposait entre l'intérieur de la cale et les lames du dehors. Il n'entrait plus une goutte d'eau. La voie d'eau était masquée, mais n'était pas étoupée. C'était un répit. Gilliatt prit la pelle d'épuisement et se mit à vider la panse. Il était grand temps de l'alléger. Ce travail le réchauffa un peu, mais sa fatigue était extrême. Il était forcé de s'avouer qu'il n'irait pas jusqu'au bout et qu'il ne parviendrait point à étancher la cale. Gilliatt avait à peine mangé, et il avait l'humiliation de se sentir exténué. Il mesurait les progrès de son travail à la baisse du niveau de l'eau à ses genoux. Cette baisse était lente. En outre, la voie d'eau n'était qu'interrompue. Le mal était pallié, non réparé. Le prélard, poussé dans la fracture par le flot, commençait à faire tumeur dans la cale. Cela ressemblait à un poing sous cette toile, s'efforçant de la crever. La toile solide et goudronnée résistait, mais le gonflement et la tension augmentaient. Il n'était pas certain que la toile ne céderait pas, et d'un moment à l'autre, la tumeur pouvait se fendre. L'irruption de l'eau recommencerait. En pareil cas, les équipages en détresse le savent, il n'y a pas d'autre ressource qu'un tampon. On prend les chiffons de toute espèce qu'on trouve sous sa main, tout ce que, dans la langue spéciale, on appelle fourrure, et l'on refoule le plus qu'on peut dans la crevasse la tumeur du prélard. De ces fourrures, Gilliatt n'en avait point. Tout ce qu'il avait emmagasiné de lambeaux et d'étoupes avait été ou employé dans ses travaux ou dispersé par la rafale. À la rigueur, il eût pu en retrouver quelques restes en furetant dans les rochers. La panse était assez allégée pour qu'il pût s'absenter un quart d'heure. Mais comment faire cette perquisition sans lumière? L'obscurité était complète. Il n'y avait plus de lune, rien que le sombre ciel étoilé. Gilliatt n'avait pas de filin sec pour faire une mèche, pas de suif pour faire une chandelle, pas de feu pour l'allumer, pas de lanterne pour l'abriter. Tout était confus et indistinct dans la barque et dans l'écueil. On entendait l'eau bruire autour de la coque blessée. On ne voyait même pas la crevasse. C'est avec les mains que Gilliatt constatait la tension croissante du prélard. Impossible de faire en cette obscurité une recherche utile des haillons de toile et de funin épars dans les brisants. Comment glaner ses loques sans y voir clair? Gilliatt considérait tristement la nuit, toutes les étoiles et pas une chandelle. La masse liquide ayant diminué dans la barque, la pression extérieure augmentait. Le gonflement du prélard grossissait. Il bâillonnait de plus en plus. C'était comme un abcès prêt à s'ouvrir. La situation, un moment améliorée, redevenait menaçante. Un tampon était impérieusement nécessaire. Gilliatt n'avait plus que ses vêtements. Il les avait, on s'en souvient, mis à sécher sur les rochers saillants de la petite Douvre. Il les alla ramasser
et les déposa sur le rebord de la panse. Il prit son suroît goudronné et, s'agenouillant dans l'eau, il l'enfonça dans la crevasse, repoussant la tumeur du prélat au dehors, et par conséquent la vidant. Au suroît, il ajouta la peau de mouton. À la peau de mouton, la chemise de laine. À la chemise, la vareuse. Tout y passa. Il n'avait plus sur lui qu'un vêtement. Il l'ôta, et avec son pantalon, il grossit et affermit l'étoupage. Le tampon était fait, et ne semblait pas insuffisant. Ce tampon débordait au dehors la crevasse, avec le prélat pour enveloppe. Le flot, voulant entrer, pressait l'obstacle, l'élargissait utilement sur la fracture, et le consolidait. C'était une sorte de compresse extérieure. À l'intérieur, le centre seul du gonflement ayant été refoulé, il restait tout autour de la crevasse et du tampon un bourrelet circulaire du prélat, d'autant plus adhérent que les inégalités mêmes de la fracture le retenaient. La voie d'eau était aveuglée. Mais rien n'était plus précaire. Ces reliefs aigus de la fracture qui fixaient le prélat pouvaient le percer, et par ces trous l'eau rentrerait. Gilliatt, dans l'obscurité, ne s'en apercevrait même pas. Il était peu probable que ce tampon durât jusqu'au jour. L'anxiété de Gilliatt changeait de forme. Mais il la sentait croître en même temps qu'il sentait ses forces s'éteindre. Il s'était remis à vider la cale, mais ses bras, à bout d'effort, pouvaient à peine soulever la pelle pleine d'eau. Il était nu et frissonnait. Gilliatt sentait l'approche sinistre de l'extrémité. Une chance possible lui traversa l'esprit. Peut-être y avait-il une voile au large. Un pêcheur qui serait par aventure de passage dans les eaux des Douvres pourrait lui venir en aide. Le moment était arrivé où un collaborateur était absolument nécessaire. Un homme et une lanterne, et tout pouvait être sauvé. À deux, on viderait aisément la cale. Dès que la barque serait étanche, n'ayant plus cette surcharge de liquide, elle remonterait, elle reprendrait son niveau de flottaison, la crevasse sortirait de l'eau, le radoub serait exécutable, on pourrait immédiatement remplacer le tampon par une pièce de bordage, et l'appareil provisoire posé sur la fracture par une réparation définitive. Sinon, il fallait attendre jusqu'au jour, attendre toute la nuit. Retard funeste, qui pouvait être la perdition. Gilliatt avait la fièvre de l'urgence. Si par hasard quelque fanal de navire était en vue, Gilliatt pourrait, du haut de la grande Douvre, faire des signaux. Le temps était calme, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de mer. Un homme s'agitant sur le fond étoilé du ciel avait possibilité d'être remarqué. Un capitaine de navire et même un patron de barque n'est pas la nuit dans les eaux des Douvres sans braquer la longue-vue sur l'écueil. C'est de précaution. Gilliatt espéra qu'on l'apercevrait. Il escalada l'épave, empoigna la corde à nœud et monta sur la grande Douvre. Pas une voile à l'horizon, pas un fanal. L'eau à perte de vue était déserte. Nulle assistance possible et nulle résistance possible. Gilliatt, chose qu'il n'avait point éprouvée jusqu'à ce moment, se sentit désarmé. La fatalité obscure était maintenant sa maîtresse. Lui, avec sa barque, avec la machine de la Durande, avec toute sa peine, avec toute sa réussite, avec tout son courage, il appartenait au gouffre. Il n'avait plus de ressources de lutte. Il devenait passif. Comment empêcher le flux de venir, l'eau de monter, la nuit de continuer? Ce tampon était son unique point d'appui. Gilliatt s'était épuisé et dépouillé à le composer et à le compléter. Il ne pouvait plus ni le fortifier, ni raffermir. Le tampon était tel quel. Il devait rester ainsi. Et fatalement, tout effort était fini. La mer avait, à sa discrétion, cet appareil hâtif appliqué sur la voie d'eau. Comment se comporterait cet obstacle inerte? C'était lui maintenant qui combattait, ce n'était plus Gilliatt. C'était ce chiffon. Ce n'était plus cet esprit. Le gonflement d'un flot suffisait pour déboucher la fracture.
plus ou moins de pression. Toute la question était là. Tout allait se dénouer par une lutte machinale entre deux quantités mécaniques. Gilliatt ne pouvait désormais ni aider l'auxiliaire, ni arrêter l'ennemi. Il n'était plus que le spectateur de sa vie ou de sa mort. Ce Gilliatt, qui avait été une providence, était à la minute suprême remplacé par une résistance inconsciente. Aucune des épreuves et des épouvantes que Gilliatt avait traversées n'approchait de celle-ci. En arrivant dans l'écueil d'Ouvres, il s'était vu entouré et comme saisi par la solitude. Cette solitude faisait plus que l'environner. Elle l'enveloppait. 1000 menaces à la fois lui avaient montré le poing. Le vent était là, prêt à souffler. La mer était là, prête à rugir. Impossible de bâillonner cette bouche, le vent. Impossible d'édenter cette gueule, la mer. Et pourtant il avait lutté. Homme, il avait combattu corps à corps l'océan. Il s'était colleté avec la tempête. Il avait tenu tête à d'autres anxiétés et à d'autres nécessités encore. Il avait eu affaire à toutes les détresses. Il lui avait fallu, sans outils, faire des travaux. Sans aide, remuer des fardeaux. Sans science, résoudre des problèmes. Sans provisions, boire et manger. Sans lit et sans toit, dormir. Sur cet écueil, chevalet tragique, il avait été tour à tour mis à la question par les diverses fatalités tortionnaires de la nature, mère quand bon lui semble, bourreau quand il lui plaît. Il avait vaincu l'isolement, vaincu la faim, vaincu la soif, vaincu le froid, vaincu la fièvre, vaincu le travail, vaincu le sommeil. Il avait rencontré pour lui barrer le passage les obstacles coalisés. Après le dénûment, l'élément. Après la marée, la tourmente. Après la tempête, la pieuvre. Après le monstre, le spectre. Lugubre ironie finale. Dans cet écueil d'où Gilliatt avait compté sortir triomphant, Clubin mort venait de le regarder en riant. Le ricanement du spectre avait raison. Gilliatt se voyait perdu. Gilliatt se voyait aussi mort que Clubin. L'hiver, la famine, la fatigue, l'épave à dépecer, la machine à transborder, les coups d'équinoxe, le vent, le tonnerre, la pieuvre, tout cela n'était rien près de la voie d'eau. On pouvait avoir, et Gilliatt avait eu, contre le froid le feu, contre la faim les coquillages du rocher, contre la soif la pluie, contre les difficultés du sauvetage l'industrie et l'énergie, contre la marée et l'orage le brise-lames, contre la pieuvre le couteau, contre la voie d'eau rien. L'ouragan lui laissait cet adieu sinistre. Dernière reprise, estocade traître. Attaque sournoise du vaincu au vainqueur. La tempête en fuite lançait cette flèche derrière elle. La déroute se retournait et frappait. C'était le coup de Jarnac de l'abîme. On combat la tempête, mais comment combattre un suintement? Si le tampon cédait, si la voie d'eau se rouvrait, rien ne pouvait faire que la panse ne sombrât point. C'était la ligature de l'artère qui se dénoue. Et une fois la panse au fond de l'eau, avec cette surcharge, la machine, nul moyen de l'en tirer. Ce magnanime effort de 2 mois titaniques aboutissait à un anéantissement. Recommencer était impossible. Gilliatt n'avait plus ni forge ni matériaux. Peut-être, au point du jour, allait-il voir toute son œuvre s'enfoncer lentement et irrémédiablement dans le gouffre. Chose effrayante, sentir sous soi la force sombre. Le gouffre le tirait à lui. Sa barque engloutie, il n'aurait plus qu'à mourir de faim et de froid, comme l'autre, le naufragé du rocher, l'homme. Pendant 2 longs mois, les consciences et les providences qui sont dans l'invisible avaient assisté à ceci. D'un côté les étendues, les vagues, les vents, les éclairs, les météores, de l'autre un homme. D'un côté la mer, de l'autre une âme. D'un côté l'infini, de l'autre
un atome. Et il y avait eu bataille. Et voilà que peut-être ce prodige avortait. Ainsi aboutissait à l'impuissance cet héroïsme inouï. Ainsi s'achevait par le désespoir ce formidable combat accepté. Cette lutte de rien contre tout. Cette Iliade à un. Gilliatt, éperdu, regardait l'espace. Il n'avait même plus un vêtement. Il était nu devant l'immensité. Alors, dans l'accablement de toute cette énormité inconnue, ne sachant plus ce qu'on lui voulait, se confrontant avec l'ombre, en présence de cette obscurité irréductible, dans la rumeur des eaux, des lames, des flots, des houles, des écumes, des rafales, sous les nuées, sous les souffles, sous la vaste force éparse, sous ce mystérieux firmament des ailes, des astres et des tombes, sous l'intention possible mêlée à ces choses démesurées, ayant autour de lui et au-dessous de lui l'océan et au-dessus de lui les constellations, sous l'insondable, il s'affaissa, il renonça. Il se coucha tout de son long, le dos sur la roche, la face aux étoiles, vaincu, et joignant les mains devant la profondeur terrible, il cria dans l'infini. « Grâce !» Terrassé par l'immensité, il la pria. Il était là, seul dans cette nuit, sur ce rocher, au milieu de cette mer, tombé d'épuisement, ressemblant à un foudroyé, nu comme le gladiateur dans le cirque. Seulement, au lieu de cirque, ayant l'abîme, au lieu de bêtes féroces, les ténèbres, au lieu des yeux du peuple, le regard de l'inconnu, au lieu des vestales, les étoiles, au lieu de César, Dieu. Il lui sembla qu'il se sentait se dissoudre dans le froid, dans la fatigue, dans l'impuissance, dans la prière, dans l'ombre, et ses yeux se fermèrent. Merci pour votre écoute. Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez vous abonner. Si vous avez apprécié, merci de liker et de mettre un commentaire. À bientôt.